sujet et on parlait de Solideo Alpes 2030. On a voulu savoir ce que voulait dire Solideo, on s'est posé la question et on vous a aussi posé la question lors de notre traditionnel micro-trottoir matinal. Alors micro-trottoir matinal, le Gémal, on va voir ça tout de suite en image. Solideo. On peut tourner hors caméra pour que j'ai la réponse. Pas du tout. C'est pour les JO, non? La solidarité? Peut-être? Non, j'ai aucune idée, vraiment. J'en ai aucune idée. Bonne question. Solideo. Solidarité. Social, société, je donne ma langue. Sur vidéo, mais bien sûr, il faut que je réponde à la question. Alors, sol, c'est soleil, lit, c'est lit, et do, c'est la note de musique. Société qui livre, qui est en charge de livrer les installations pour les jeux. Bon, on a triché un petit peu, hein, mais merci à ceux qui ont bien voulu répondre à mon micro. Merci à Jean-Philippe Gall aussi pour le montage. Alors, on va profiter justement de vous, Nicolas Brambouty, directeur de la maîtrise d'ouvrage pour Solideo Alpes 2030. Alors, Solideo, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont ses missions? Bonjour à tous, merci pour cet accueil et cette première question qui me met bien dans le bain direct. Donc Solideo, c'est la société de livraison des ouvrages olympiques qui est fondée sur le modèle de Paris 2024, qui a été fondée notamment par les deux régions et la région sud et qui est actuellement présidée par M. le Président Renaud Muselier. Elle a vocation à livrer tout ce qui est solide pour les Jeux, puisque vous avez deux acteurs pour les Jeux Olympiques, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques qui s'occupe de la partie événementielle et la Solideo Alpes 2030 qui gérera tout ce qui est infrastructure et aménagement qui ont vocation à laisser un héritage dans le territoire au-delà de 2030. Voilà, donc ça c'est clair. Justement, alors quelles sont vos missions dans le Grand Monument? Alors, nos missions, alors juste un petit mot sur la société de livraison des ouvrages olympiques. Donc, c'est un jeune nourrisson qui a été créé en février 2025. On est en train de finir la phase de structuration. C'est un établissement public créé spécifiquement pour les Jeux et à durée temporaire, qui a vocation à avoir la responsabilité de la livraison de l'ensemble des ouvrages olympiques sur les 4 pôles de compétition et les 4 départements concernés. Donc, avec deux postures possibles, soit une posture en supervision et en centrale de financement, ou alors une posture en maîtrise d'ouvrage lorsque les porteurs de projets locaux souhaitent transférer leur maîtrise d'ouvrage. Et donc à ce titre, il y a un certain nombre de projets qui ont été portés en phase candidature par la région et le territoire, sur Briançon et les 2 sites sportifs de la Salle des Alpes de Montgenèvre. Donc on a des projets, évidemment, tout d'abord pour les athlètes, il faut 2 choses, il faut des sites sportifs et un village. Donc il y a un village olympique porté sur un petit projet, une petite idée. Si certains savent qui est responsable de l'idée de faire un village olympique dans un fort Vauban qui concentre qui est un site absolument magnifique, mais qui concentre tous les lieux. Vas-y, je te transmets le micro. Hein. Nicolas, justement, je veux bien, justement, qu'on en sache plus sur... Il y en a un qui a eu l'idée folle un jour d'inventer l'école, et Arnaud Murgia a eu cette idée folle de penser au Fort des Têtes, une idée ambitieuse, proposer un monument du patrimoine mondial de l'UNESCO pour devenir le village olympique. Chouette! Mais d'où ça vient, et cette idée, et parlez-nous un peu de ce village olympique, et puis comme on est dans l'héritage aussi, parce qu'il en restera après. Merci. Bon, déjà pour commencer, je voudrais adresser mes remerciements tout particuliers à Pierre-Jacques, à Jean-Charles, à tous les Briançonnais qui ont œuvré pour que cette journée annuelle se tienne à Briançon, ce qui est, je crois, pas arrivé souvent, pas arrivé tout court, et je voudrais, au nom de tous les élus du Briançonnais réunis ici, vous dire notre fierté de vous accueillir, parce que c'est un message que vous envoyez aussi qui est absolument pas neutre. Et donc merci à vous tous, et en particulier à toi Pierre-Jacques. Bon, pour répondre à votre question la plus simple, il faut repartir du début de cette histoire. Moi je viens avec les élus de la ville de Briançon de faire adopter un PLU qui est assez respectueux et assez bon élève vis-à-vis du fameux ZAN, du zéro artificialisation nette. Donc c'est-à-dire que très concrètement aujourd'hui sur le territoire du foncier constructible, il en reste plus beaucoup, voire plus du tout. Bon. Donc
on a essayé de se poser une question qui était l'enjeu, la ligne rouge fixée par Renaud dès qu'on a pensé la candidature, sobriété, intelligence de la candidature, et très concrètement, on a aujourd'hui à Briançon une seule ligne d'horizon pour arriver à livrer encore des logements dans les années qui viennent, c'est des friches. Donc on a la friche de Renature, des sénatoriums, qui va être en commercialisation d'ici à la fin de l'année, sur lesquels on fait un beau projet de logement. Et puis paradoxalement, ce Fort des Têtes, c'est une friche. Et donc j'avais du mal à imaginer à l'époque me servir des Jeux Olympiques pour dire finalement, et si je demandais à l'État de rendre à nouveau constructifs des terrains naturels qu'on vient de rendre inconstructifs pour des raisons environnementales, pour construire en neuf un village olympique, ce qui aurait été probablement plus simple. Je pense que là, pour le coup, on aurait eu une ZAD. Et par ailleurs, il y a un enjeu fondamental pour moi, c'est que ce que nous avons là, c'est un joyau du patrimoine national, et en l'occurrence mondial, pour lequel on sait qu'on n'avait aucune solution. Aucune solution publique, aucune solution privée. Je passe sur les épisodes des dernières années, je pense qu'il est souhaitable de ne pas y revenir, sauf à être très cynique. Et donc on voit bien que la seule opportunité, c'était de se servir de l'attractivité des Jeux Olympiques pour construire un vrai projet public-privé. Et on voit d'ailleurs que ça fonctionne, puisque, sans dévoiler le secret d'État, il y a 2 offres qui sont sélectionnées, et avec des groupements qui regroupent, je crois, parmi les plus grandes entreprises du pays et des entreprises locales. Ce qui vous montre bien que le pari de l'attractivité, il a fonctionné, puisque on voit bien qu'on a ces offres-là, et donc, à la limite où on part, on est quand même, en tout cas, avec des feux qui sont plutôt ouverts. La deuxième des choses, c'est qu'est-ce que nous voulions faire. Eh bien, on a immédiatement pensé à une vision de l'héritage qui répond à la problématique dont je faisais état tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'à Briançon, comme partout en montagne, la problématique aujourd'hui, c'est celle du logement, avec d'une part une raréfaction du foncier qui est déjà assez naturelle, parce qu'on ne peut pas pousser les montagnes et qu'on ne peut pas construire encore plus haut ou encore plus loin, aggravé par les nouveaux PLU que nous sommes en train de voter, qui sont conformes à la loi climat et résilience, mais par la force des choses, moins vous avez de foncier, plus vous avez une spéculation sur les prix. Et donc la grande difficulté, c'est comment on fait pour arriver demain, 1, à loger nos enfants, et 2, sujet auquel je suis très attaché, à les rendre propriétaires. Parce que moi, à titre personnel, l'horizon que je veux donner aux jeunes, c'est pas de rester locataire toute leur vie. Enfin, on est quand même assis chez nous dans un modèle de société fondamentalement paysanne, pas industriel comme au Royaume-Uni. C'est-à-dire, le grand-père il a divisé le champ en 2 pour ses enfants, qui a lui-même divisé le champ, et bien là, il n'y a plus de champ. Il n'y a plus de terrain. Donc qu'est-ce qu'on fait pour la génération de nos gamins qui vient? Alors on essaie de monter des programmes en accession sociale à la propriété pour essayer de trouver un horizon là-dessus. Et donc fondamentalement ce que je souhaite dans le village olympique, pour répondre à votre question, c'est 1, du logement en accession à la propriété, 2, des programmes de logement aussi saisonniers, puisqu'on sait très bien qu'on importe une main-d'œuvre pour des raisons d'emploi saisonnier, et on voit bien à quel point on en a besoin pour nos entreprises, et 3, tout cela dans un quartier intégré à la ville, parce que contrairement à ce que certains peuvent penser quand ils connaissent pas le site, le Fort des Têtes, il est à 200 mètres de la dernière maison construite, donc il peut s'intégrer dans une enveloppe urbaine. Donc en héritage, il y aurait à peu près combien de logements ensuite? C'est difficile de répondre à cette question, parce que c'est les entreprises qui vont le dire. À la minute où on parle, on a 2 groupements qui répondent. Nous, on a fait une étude de programmation qui nous a montré, 1, que c'était possible, c'est-à-dire on peut loger 1000 athlètes à l'intérieur, et on peut les transformer en logement. Et on a fait des projections. Maintenant, ce sont les entreprises qui vont répondre, qui vont nous dire, moi je réponds à tel coût, à tel prix. Les gens me disent, mais on ne connaît pas le coût, c'est normal, c'est les entreprises qui vont nous faire part d'un projet, qui vont nous dire combien ça coûte et combien de recettes il y en a, parce qu'à la fin, il y a quand même des gens qui achètent un logement dedans. Et donc, parmi ces 2 projets, à la fin de l'histoire, l'établissement public, aux côtés des élus locaux, sous la présidence de Renaud, vont choisir le projet qui est le meilleur, à la fois pour avoir un village olympique en temps et en heure, qui soit accessoirement beau, parce que j'ai tendance à penser que ce sera un peu iconique aussi dans les jeux, et un format d'héritage. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles maintenant, on va travailler pendant les 6 mois qui viennent. Et là, je vais vous demander de repasser le micro à Nicolas, parce que Solidéo intervient donc au Fort des Têtes, à quel niveau? Alors on intervient à 2 titres sur le Fort des Têtes. D'une part parce que la région et les collectivités locales ont souhaité nous donner la responsabilité, et nous les en remercions pour cette marque de confiance, de porter le règlement de consultation justement visant à mettre en œuvre la procédure que M. le maire décrivait d'appel à candidature des entreprises. Et d'autre part, on interviendra en parallèle en tant qu'aménageur public, en tant que maître d'ouvrage direct, à la fois pour toutes les questions de dessert et de mobilité
du Fort des Têtes, que ce soit par la route, mais aussi par un projet d'ascenseur valléen qui est toujours à l'étude, et d'autre part pour la rénovation et la réfection des remparts classés monuments historiques, pour lesquels Monsieur le maire le disait il y a quelques temps, il n'y a jusqu'à présent pas de solution et pas les financements en face. Les Jeux Olympiques sont justement l'opportunité de remédier à ce problème. On parlait de mobilité, le Loop aussi, vous intervenez, hein, c'est ça? Alors tout à fait, on est également, parmi les collectivités locales, le département et la communauté de communes du Briançonnais ont fait le choix de nous faire confiance et de transférer à Solidéo prochainement la maîtrise d'ouvrage de la ligne olympique, qui a vocation à créer et aménager une troisième voie dédiée au transport en commun pour desservir l'ensemble de la vallée de Serre-Chevalier au départ de Briançon en interconnexion avec le pôle d'échange multimodal jusqu'à la commune de Montnier-les-Bains. Donc ça sera pour les visiteurs et pour les sportifs? Tout à fait. Alors ça sera avec un usage spécifique en phase olympique, dont je ne peux pas vous donner les contours à ce stade puisqu'il dépend du comité d'organisation des Jeux, et ça sera surtout à l'usage du territoire. Et à la fois de l'ensemble des personnes qui habitent le territoire, et j'en fais partie, donc je m'inclus dedans, et aussi de la population touristique pendant les périodes de fréquentation estivale et hivernale. L'objet de cette infrastructure, c'est bien un aménagement pour les montages et pas spécifique à 15 jours de compétition. Quels sont les autres travaux là qu'on peut présenter aujourd'hui encore? Alors, donc on a des travaux sur, donc on a 3 sites d'opération. Sur Briançon, donc j'ai évoqué, prévu dans la liste des ouvrages olympiques, donc l'aménagement du village olympique qui comprend dans le règlement de consultation le Fort des Têtes, mais aussi le réaménagement et la réhabilitation de l'usine de la Chape. Les deux ont vocation à être reliés par un ascenseur valléen. L'aménagement d'un nouveau pôle d'échange multimodal sur le site de la gare de Briançon. La ligne olympique dont on a parlé à destination de la vallée de Serre-Chevalier. Bien entendu, l'aménagement des 2 sites de compétition sur les communes de Montgenèvre et de la Salle des Alpes, et également des projets liés à la mobilité, relatifs notamment à des questions d'aménagement public et de stationnement, pour résoudre les problématiques de stationnement montagne. Et tout ça, ça va commencer quand? Alors, si ça a commencé? Alors, demain matin, si j'ai l'autorisation de mes chers confrères des services de l'État, mais sans vouloir les taquiner, on est aujourd'hui, donc moi je disais, Solidéo s'est constitué il y a moins de 7 mois, donc on est en train de mettre en place l'ensemble des procédures d'un établissement public qui a vocation à piloter près d'1 milliard d'euros de financement public sur 5 ans, avec l'ensemble des procédures qui doivent être mises en œuvre. Donc pour résumer simplement, l'idée c'est de concentrer la fin d'année 2025 et 2026 aux phases de conception et d'autorisation de procédure pour pouvoir faire les travaux en 2027, 2028, 2029, en ayant bien en tête par ailleurs qu'en écosystème de montagne, les aspects hivernaux font qu'on ne travaille pas plus ou moins dans l'année. C'est serré, hein? Je ne suis pas responsable du choix de la date pour 2030. Si personnel, un peu plus de marge m'aurait permis de dormir plus sereinement la nuit, mais c'est ce qui fait la beauté du challenge. C'est ça, voilà. On est des personnes de défis. Merci. Monsieur Laurent Gauthier, j'ai une petite question. Donc, vous avez parlé de l'ensemble des travaux que vous allez réaliser sous maîtrise d'ouvrage de Solidéo. Avez-vous déjà une idée des différentes procédures d'appel d'offres que vous allez passer? Et j'ose espérer que vous allez aboutir pour ne pas défavoriser les entreprises locales qui ont un savoir-faire, qui ont la connaissance du terrain et du climat briançonnais. Donc avez-vous des éléments à nous apporter ce matin? Alors, oui, tout à fait. Alors, on va vraisemblablement avoir besoin d'avoir recours à l'ensemble des procédures de commande publique existantes, mais la priorité sera donnée, et évidemment c'est une obligation réglementaire, indépendamment de volonté personnelle, à l'allotissement. Moi, je ne suis pas du tout inquiet sur le recours et l'intervention des entreprises alpines et régionales sur les travaux. D'une part, parce que ce sont elles qui ont le savoir-faire et les moyens de chantier en écosystème de montagne. On a un vrai questionnement de filière et d'approvisionnement, notamment pour atteindre le Briançonnais. Et d'autre part, on sera nous vigilants à Solidéo à faire l'ensemble des interfaces avec la fédération départementale et régionale pour mettre en place les outils de communication. On va y travailler ensemble. Moi, je vous propose
pour que l'ensemble des entreprises alpines aient accès à l'information et plus largement les entreprises régionales connaissent nos procédures, les connaître en amont et pouvoir se préparer. Et enfin, c'est le dernier point réglementaire, mais je ne voulais surtout pas démarrer par là parce que je pense que même sans celle-ci, on aurait quand même atteint l'objectif. Mais Solideo s'imposera, au même titre que Paris 2024, des clauses de recours aux entreprises PME et TPE, à minima 25% des volumes de travaux faits sous maîtrise d'ouvrage et supervision. 30, 200 000 30, 30%. Alors, moi j'ai pas de difficulté, Paris 2024 a fait 37%, donc on peut s'imposer 25%, mais on ira au-delà. Moi, j'ai pas de difficulté là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Une autre question, Arnaud. Merci pour ce petit mot introductif qui me touche au cœur. Donc on a parlé forcément pas de la phase d'héritage, mais ma question est la suivante. On va réaliser des travaux pour les Jeux Olympiques. Mais d'un point de vue héritage, qui va payer, parce que je suis briançonnais, demain qui paiera la transformation de l'ensemble de ces ouvrages pour la phase d'héritage? La question elle se pose assez différemment en fonction des projets. Sur le Fort des Têtes, il ne faut pas oublier que c'est une opération de promotion immobilière, en grande partie. Dont, bien entendu, il y aura inévitablement un delta public pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas faire supporter à l'acheteur final de son appartement le coût de transformation d'un village olympique en logement. Donc là, par la force des choses, il y a une intervention publique. Et accessoirement, on peut, nous, faire le choix de vouloir y aménager des équipements publics. Imaginons par exemple que nous voulions un jour nous doter d'un nouveau théâtre que celui-ci, ce qui pourrait peut-être être utile dans les 5 années ou 10 années à venir. La compétence des équipements culturels étant communautaire, ce serait la communauté de communes, si jamais les vice-présidents partageaient ce projet-là, qui éventuellement investiraient. Bon. Sur le reste des projets, vous savez à peu près comment ça fonctionne, et Nicolas Laurent-Monti vient d'en parler. On sera sur une maîtrise d'ouvrage Solideo, donc par un financement qui est déjà un financement région-État, et par la force des choses, les collectivités, les communes en fonction des projets seront amenées à autofinancer une partie de leurs projets en fonction de leurs compétences, ce qui est tout à fait normal et naturel. Je pense qu'il faut que nous visions tout cela comme un merveilleux effet de levier. Parce qu'on a là la capacité d'augmenter les capacités de financement public qui sont absolument énormes et immenses. En tout état de cause, pour celles et ceux qui pourraient vous dire, mon Dieu, mais regardez, en 92, Albertville a été ruiné, etc., n'oublions pas qu'on a une chance inouïe quand même. C'est que ce sont les 2 régions qui portent la candidature aux Jeux Olympiques. Ça, je crois que pour le contribuable communal, c'est quand même une chance que nous avons de pouvoir aller dire attention, on n'est pas directement en interface de risque. Et moi, je voudrais en remercier le président de région parce que c'est lui qui a pensé immédiatement cette candidature de cette manière-là, en disant ok, on prend le lead, mais pas que pour des raisons politiques, mais pour englober tout le monde et pour accessoirement mettre tout le monde dans un pack à la fois politique, mais bien entendu administratif et financement. Un petit mot sur le pôle multimodal de la gare. Pôle multimodal de la gare, il faut à nouveau vous adresser au président de région, à Chantal Eméhoud et aux conseillères régionales ici présentes, chère Agnès, puisque vous savez que la région porte, je ne veux pas parler en lieu et place de la région, mais une politique de rénovation bien entendu durable qui est extrêmement forte, avec un investissement qui est tout de même massif. Hein. Les annonces on a parlé en table et aux côtés des régions sont quand même énormes hein, sur le train, c'est inespéré. Et donc, Renault a choisi de mettre sur le haut de la pile la transformation de la gare de Briançon, avec l'idée, d'en faire un pôle d'échange multimodal, et d'en faire une des portes d'accès au jeu pour qu'on fasse l'héritage chère. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de positionner et ce sur quoi nous travaillons, c'est l'idée d'ouvrir la gare des 2 côtés avec une passerelle qui puisse enjamber les voies pour l'ouvrir aussi sur le parc des sports, qu'on va d'ailleurs inaugurer cet après-midi, pour avoir une gare qui soit intégrée à 360 dans le territoire, puisque c'est le lieu d'arrivée des trains, mais aussi des bus, des lignes régionales, des lignes intercommunales, et donc vraiment d'en faire une porte d'entrée d'accueil de notre territoire et des ski olympiques. Très bien, merci beaucoup. On va s'intéresser aux infrastructures sportives aussi avec vous, Émeric Salles. Vous êtes maire de la Salle des Alpes. Un sacré challenge qui va arriver puisque vous allez accueillir quelques épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030 dans votre commune, qui est celle qui a le moins de foncier disponible au sein de la station Serre Chevalier. Alors ma question,
comment vous voyez ce challenge? Est-ce que c'est un vrai cadeau ou c'est un cadeau empoisonné? Merci de cette question difficile. Bonjour à tous. Effectivement, un vrai challenge, c'en est un. On parle quand même des Jeux Olympiques, mais c'est forcément un cadeau. D'ailleurs, effectivement, ce cadeau, on le doit à Renaud Muselier, qui a eu ce rêve un peu fou au départ, et on le remercie maintenant. Clairement, c'est un cadeau pour plusieurs raisons. Je veux dire, on parle quand même des Jeux Olympiques, c'est un événement incroyable, international. C'est l'événement, il n'y a pas de meilleur événement que puisse organiser un territoire de montagne. Donc ça, il faut le dire. Ça apporte, d'un point de vue notoriété, ça a un incroyable accélérateur aussi, bien sûr, de projets. On l'a vu avec toutes les infrastructures et tout ce qui est prévu. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas oublier que c'est un événement sportif qui va être incroyable pour nos clubs, qui va faire rêver les jeunes. Ça, je crois qu'on ne dit pas assez, on a tendance un petit peu à oublier, oui, est-ce qu'il va y avoir la route, est-ce qu'il va y avoir le train, mais l'événement sportif quand même que ça représente, parfois on a un peu tendance à oublier, je crois qu'il faut le rappeler ici. Donc oui, un très beau cadeau, un très beau challenge. Maintenant, sur la question du foncier que vous abordez, je crois qu'il ne faut pas faire de confusion entre ce que peut représenter un foncier disponible, mais qui finalement a un rapport avec de la consommation foncière et de l'artificialisation des sols. On ne parle pas de ça ici dans ce qui est prévu sur ma commune et sur le site de Serre-Chevalier, puisque le site d'épreuve que vous voyez à l'écran, qui concernera tout simplement des travaux de piste, déjà parce qu'il va réutiliser un certain nombre de trouées dans les arbres. La piste de ski boss, par exemple, va concerner donc la trouée de l'ancien télécabine de Fréjus qui a été démontée l'année dernière. La trouée de l'ancien mur de la case du Bœuf va être réutilisée pour installer donc l'infrastructure de piguerre et de ski acrobatique. Et donc ces travaux-là, ils n'ont pas de consommation de foncier, puisque c'est simplement des travaux de terrassement et des travaux de piste assez classiques et qui ne posent pas de difficultés particulières techniques. Et ensuite, les projets connexes qui vont venir renforcer bien sûr les infrastructures d'accueil qui vont être nécessaires au jeu, donc le réaménagement du front de neige, les réaménagements des parkings qui sont déjà existants et qui vont bien sûr bénéficier d'un lifting et d'un réaménagement, ne viennent pas consommer de foncier, encore une fois, tout comme les projets envisagés sur le site de manière plus globale, que sont les travaux de parking sur le site de la Ravée, du Pontillat, mais aussi un projet qui est un projet d'héritage assez important, un complexe sportif et associatif, sur l'ancien site, d'ailleurs, petit clin d'œil au maire de Briançon, où il y avait à l'époque les internationaux d'escalade devant le centre commercial de Crève. Donc, des projets qui ne consommeront pas de foncier. Donc le fait que ma commune ne soit pas celle qui a le plus de foncier disponible au sens des documents d'urbanisme, et là, petit clin d'œil aussi au président de la communauté de communes, puisqu'effectivement ma commune avait été un peu maltraitée à l'époque lors de l'établissement du SCOT, mais ça ne pose pas du tout de difficulté sur ces éléments-là, et encore, je le redis, un vrai cadeau, même si c'est un vrai challenge. Donc on a compris, un vrai cadeau, et en attendant d'avoir des étoiles plein les yeux et de vibrer en 2030. Pierre-Jacques, je crois que tu avais une question pour nos maires. J'ai une question pour les maires, parce qu'effectivement, on vient de voir l'ensemble des travaux qui vont être réalisés en maximum 4 ans. La question donc est la suivante, nous allons avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour accomplir l'ensemble de ces travaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui nous avons un gros problème de recrutement, problème de main-d'œuvre qui est principalement lié au manque de logement et à la raréfaction du logement et au coût. Donc, qu'est-ce que vous, messieurs les maires, vous pourriez faire pour nous aider justement, aider la filière BTP en prévision de l'ensemble de ces travaux pour que l'on n'ait pas cette problématique de logement pour nos salariés? Merci. Voilà, je vais commencer, puis je te laisserai répondre Bernard. Effectivement, sur la question des logements saisonniers, je crois que chacun des maires a déjà pris des mesures, puisqu'en fait, dans les documents d'urbanisme assez récents, il y a en général des mesures qui sont prises avec pour ma part, en tout cas sur ma commune, des changements de destination qui sont conditionnés parfois à la réalisation aujourd'hui de logements saisonniers. Il y a aussi pas mal de programmes qui sont dédiés à de l'habitat permanent, puisque chez nous, beaucoup de saisonniers finalement sont des locaux. Et donc j'espère, en tout cas j'en suis persuadé, je pense que nous allons voir
dans les années qui viennent un certain nombre de résultats de ces mesures qui ont été prises dans les différents documents d'urbanisme. Et donc, effectivement, nous allons voir ce type de logement augmenter et régler en partie la question, même si, effectivement, elle est importante. Je vous demande ce qu'on peut faire pour vous, vous dire que vous aussi, vous pouvez faire pour nous sur ce sujet, qui est majeur et qui nous concerne tous. Déjà parce que, accessoirement, vous payez tous le 1% patronal et que vous avez, de ce fait, vous aussi, droit au financement du logement social, si ce n'est qu'à travers Action Logement et les bailleurs, mais accessoirement parce que ce sujet nous concerne collectivement. Moi, quand je suis arrivé en fonction en 2020, des logements saisonniers à Briançon, il y en avait 30 à la Grande Boucle. Et en plus de ça, on les gérait mal, parce que honnêtement, un agent public et une commune, une collectivité, c'est pas un agent immobilier, c'est pas son boulot. On est déjà passé à 70 avec la rénovation et la réhabilitation de l'ancienne EHPAD de la Neige. Et accessoirement, moi je veux qu'on regarde tous ensemble aussi comment on le travaille, parce que entre vous et moi, quand je sors 40 logements saisonniers d'un coup, et qu'ils sont pris par deux entités qui ont plus de 100 employés, par exemple des hôtels, etc., le lendemain matin même, je dis attendez, on l'a pas fait pour vous. Moi, le logement saisonnier, je le fais pour la petite PME, pour la petite TPE, pour le boulanger qui doit passer de 2 à 3 collaborateurs pendant 2 mois et qui ne peut pas payer un appartement à son collaborateur. Et donc, il faut là-dessus qu'on soit un peu malin, qu'on essaie de faire du logement saisonnier public pour les plus petites structures qui en ont besoin, et que vous essayez, je sais que vous le faites, que ce soit les grosses entreprises d'ailleurs dans différents secteurs, puisque les entreprises de transport local le font aussi, qu'on vous accompagne et qu'on vous encourage à, bien entendu, investir aussi vous-même pour vos propres collaborateurs. D'ailleurs, ça pose la question un jour d'avoir une foncière dans ce département. Soyons sérieux sur ce sujet-là, autant pour des questions de redynamisation commerciale que pour des questions de logement. Maintenant, disons-nous les choses au fond. On vote des PLU avec le ZAN, on n'a plus de foncier, et en même temps, on a une pression sur le logement et on nous dit qu'il faut construire. Donc il va falloir qu'on soit intelligent, malin, habile. Il faut qu'on fasse de la réhabilitation et de la rénovation. Je le dis aussi aux architectes, j'ai vu Marie-Line tout à l'heure, il faut qu'on passe tous ce cap-là. Ça veut dire qu'accessoirement, il va falloir que l'État, les parlementaires, dans les années qui viennent, se disent que le sujet quand même, c'est le fonds friche, le fonds vert. Parce qu'on est capable de le faire. Enfin, l'exemple de la nouvelle cité administrative de Briançon, je crois, en est un bon. C'est-à-dire qu'on réhabilite un bâtiment, on ne le détruit pas, ça coûte plus cher beaucoup de travaux, mais finalement, on arrive, parce qu'on fait un beau modèle de financement, à le faire. Donc, ça vaut de la même manière pour le logement saisonnier. En tout cas, sur ce sujet mobilisation totale, pour une raison très simple, on est au plein d'emploi dans le Briançonnais. On importe déjà une très grande partie de notre main-d'œuvre et on sait qu'on ne pourra pas faire différemment. Par contre, dire que ça repose sur les collectivités uniquement, c'est faux, ça repose sur nous tous. Ensemble, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on s'est vu pour toutes ces raisons il y a quelques mois lors du forum qu'on avait porté avec la communauté de communes et qu'il faut maintenant qu'on passe en phase opérationnelle. Marielle, on va prendre ton témoignage. Tu es briançonnaise, tu es avec ton frère à la tête d'une entreprise familiale et locale de construction bois lombard et Vasina. Tu connais ces problématiques justement pour garder les compagnons ou les salariés de l'entreprise. Ça te rassure ce que tu viens d'entendre, tu es confronté. Oui, tout à fait. Donc, nous, on embauche aujourd'hui une quarantaine de personnes exclusivement sur le secteur du Grand Briançonnais, un petit peu au sens large, puisqu'on travaille uniquement sur le nord des Hautes-Alpes. Aujourd'hui, on est régulièrement confronté à des jeunes et des moins jeunes qui s'en vont de notre secteur parce qu'ils n'ont pas réussi à se loger. N'ont pas réussi à se loger selon leur idée qu'ils se faisaient en voulant rester dans les Hautes-Alpes pour ça le talent ou pas, ou en voulant s'insérer dans les Hautes-Alpes. Donc je suis heureuse d'entendre aujourd'hui que cela semble être pris en compte. Emeryson l'a cité, même si on est confronté, alors pas nous, via nos infrastructures, on travaille toute l'année de manière continue, mais on a une vraie saisonnalité. Même les saisonniers ont une vocation à s'installer durablement dans notre secteur à l'année. Et donc je suis heureuse que ça ait été entendu. J'espère que les projets qui vont être mis en place, le projet du Fort des Têtes, qui est en effet intéressant d'utiliser les sites déjà existants, à mon sens est important de bien penser à l'envie et aux besoins qu'auront ces locaux pour s'installer et pour faire vivre durablement ce lieu après les Jeux Olympiques. Alors, tu as assisté à la table ronde 1 et puis on entend ici ce qui s'est dit sur cette table ronde. Comment tu vois les 4 années à venir? À mon avis, les 4 années à venir vont être pleines d'effervescence, pleines de dynamique.
c'est important pour notre région, c'est important pour notre économie. Je pense qu'il y aura beaucoup de challenges à relever. Ils vont se faire via de l'entraide, du partage entre les différents intervenants. Et c'est, à mon sens, important. On l'a beaucoup entendu. État, collectivités, entreprises, locaux devront s'entraider si on veut réussir ce beau challenge, mais aussi la suite. Et après, justement, la suite? La suite, on espère déjà que cet événement aura fait un petit peu de bruit, à la fois pour faire parler du site, mais aussi pour faire parler des métiers du bâtiment, parce que c'est extrêmement important. On a besoin de main-d'œuvre, on manque cruellement de main-d'œuvre. Je pense que quasiment tout métier confondu dans le bâtiment. Et donc j'espère que cette dynamique, que ces projets un petit peu spécifiques vont mettre en lumière les métiers, mettre en lumière les multiples possibilités de nos métiers, et donc pour les faire, les rendre attractifs. Voilà. Merci Marielle. Benoît Rochat, pour conclure cette table ronde, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Sur l'héritage, parce que l'héritage ça fait toujours un peu rêver, il faut le structurer. Donc c'est avec le plan héritage, qui sera porté par l'État et les 2 régions, le plan héritage qui a été annoncé lors du comité interministériel, qui sera dévoilé d'ici la fin de l'année autour de 4 axes. Ça va être assez large, à la fois le développement des pratiques sportives, ça paraît assez normal, la transition écologique, l'attractivité économique de nos territoires, bien évidemment, et la cohésion sociale. Et donc il faut que l'ensemble du territoire des Hautes-Alpes s'inscrive dans cette logique d'héritage. Le Briançonnais, ça a été dit très largement, c'est tout à fait normal et logique, mais l'ensemble du territoire, et l'État aura à cœur, au travers de ces dispositifs de soutien en investissement, de venir en appui de toutes les initiatives, notamment celles portées par les collectivités, qui s'inscriraient dans cette logique d'héritage sur ces 4 axes que je viens d'évoquer. Je vais revenir sur la question du logement qui était déjà abordée, elle me paraît essentielle. On est déjà très engagé dans la stratégie logement qui est co-portée par le conseil départemental et par l'État, qui a permis d'ores et déjà l'adoption cet été d'un plan d'action qui est très structuré, qui doit permettre, comme on l'a dit, le développement de la production de logements, le développement de logements pour la population permanente du département, qui doit permettre également d'accompagner les opérations de rénovation. Et on en a besoin parce qu'on a encore beaucoup trop de passoires thermiques dans le département des Hautes-Alpes. Et puis qui doit permettre aussi, on a évoqué les saisonniers, de développer l'offre de logement pour les publics spécifiques. Alors, on travaille sur plein de leviers, il n'y a pas une solution unique, il faut qu'on puisse activer tous les leviers, et au titre des solutions innovantes qui sont déjà développées à d'autres endroits sur le territoire national, on peut évoquer les tiny house en bon franco-provençal, qui permettront notamment d'apporter un élément de réponse pour l'hébergement de nos travailleurs saisonniers. Et puis un point pour montrer qu'on est déjà fortement engagé dans cette stratégie logement, c'est le dispositif de l'acquisition-amélioration qui là encore est porté avec le conseil départemental et qui permet, c'est un peu de nouveauté, en tout cas on va encore plus loin cette année dans le soutien financier apporté à la fois aux bailleurs sociaux mais également aux collectivités territoriales, qui doit permettre là encore pour les communes notamment, y compris les petites communes qui souhaitent transformer ou acquérir des locaux pour pouvoir les transformer en logement, de leur donner un coup de pouce financier et qui est tout à fait significatif, puisqu'en cumulant l'ensemble des aides, y compris celles apportées au titre du fonds vert par la mesure maire bâtisseur, d'apporter une aide de 95 000 € par logement. Donc c'est un soutien financier qui me semble vraiment significatif, et on invite encore l'ensemble des collectivités à s'inscrire dans cette démarche, à se rapprocher des services de l'État et du conseil départemental pour qu'on puisse les aider à constituer leur dossier. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental et déjà de très concret dans cette logique d'héritage. Merci M. Rochat et merci à Marielle et à vous messieurs pour ces témoignages nourris et pleins de promesses. Je vous laisse reprendre votre place et M. Rochat, je vous garde avec moi.